e-radio 90.3. L'exploitation du pétrole, son impact sur l'économie sénégalaise, ses risques et la baisse des prix annoncés, sa portée économique sur les ménages, la relance des magasins de référence et la conjoncture économique mondiale. Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 16 juin 2024 Dabi Pouy, docteur en sciences de gestion, spécialiste en prospective, innovation et organisation, et Abdoundoukour Kachindaou, socio-anthropologue. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'Air du Temps, l'émission dominicale qui passe à la loupe l'actualité de la semaine. Comme chaque dimanche, deux invités dans ce studio. Aujourd'hui, on va beaucoup plonger dans le pétrole avec d'abord Abdou Ndoukour Kachindaou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sarr, merci et bonne fête pour tout le monde. Merci beaucoup, bonne fête également à ceux et celles qui fêtent la Tabaski aujourd'hui. Nous sommes également avec Dr Dabi Pouy. Bonjour. Bonjour. Docteur en sciences de gestion, spécialiste en prospective, innovation et organisation. Je l'ai dit tout à l'heure, le pétrole qui dégage l'odeur des hydrocarbures, pas seulement au palais présidentiel, mais dans ce studio. Socio-anthropologue, un pays qui devient producteur de pétrole, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui va changer? Mais merci beaucoup, ça. Je salue mon doyen Pouy pour ce débat. D'abord, disons c'est une bonne chose que le Sénégal soit un pays pétrolier et gazier. Et d'ailleurs, je rappelle que Dr Wan, dans les années 1983, avait dit que le Sénégal aime le pétrole. Donc ça ne semble pas très nouveau, même si par ailleurs on amène Sangomar, Kayar, etc., qui semblent s'installer. Donc c'est une très bonne chose d'avoir le pétrole. Deuxième chose, lorsqu'on fait une approche comparative de l'histoire des pays qui ont le pétrole, il y en a qui s'en sortent parfaitement bien et il y en a, c'est une sorte de malédiction. Surtout en Afrique. Voilà, surtout en Afrique en particulier. Ouais. Nous, on va prier au kin pour que, évidemment, ce ne soit pas une malédiction. Et pour ça, bien évidemment, il faut un certain nombre de conditions préalables qu'il faut poser. J'observe qu'un certain nombre de ces conditions est posé. D'autres, sans doute, au fil du temps, devraient être posées. La troisième chose qui est liée à la seconde, c'est si on rentre dans le débat, c'est la question de Petrosen. Alors, probablement, on y reviendra. Comment se fait-il que... Oui, sur l'affaire de l'empereur, c'est ça. Exactement, par exemple. Mais probablement, on va y revenir. Je veux juste conclure avant de donner la parole à docteur pour dire que dans le principe, je crois que le pétrole devrait être une bonne chose. Maintenant, il faut voir en termes de retombées économiques, sociales, politiques, qu'est-ce que ça va donner dans des contextes où des multinationales investissent énormément d'argent et où évidemment il est important qu'elles récupèrent leur argent, et dans d'autres contextes où également le peuple sénégalais a besoin sans doute de résoudre un certain nombre de questions liées à la question énergétique, à la question sociale, bref, les retombées positives ou les externalités positives du pétrole. Une bonne question pour le Dr Dabi Pouy sur les retombées économiques dans un contexte où il y a les multinationales qui rôdent autour du Sénégal. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie pour cette invitation et j'abonde vraiment dans le sens de M. Ndaou. C'est une excellente analyse là-dessus. Et concernant la question de la sécurité, je pense que même sur le Sénégal, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes situations que dans les autres pays africains où la question du pétrole a été une question qui a été traitée sous une forme un peu nébuleuse avec une sorte d'omerta qui existait. Ces problématiques-là n'existent plus.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, nous sommes beaucoup plus dans une volonté de transparence. Même si on parle de renégociation des contrats, il y a le débat qui est agité par le Premier ministre. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, ce n'est plus tabou. Oui. Et du coup, la démarche va être beaucoup plus inclusive avec, je crois, une population sénégalaise qui est en attente de résultats et qui est aussi en attente justement de transparence dans la gestion du pétrole. Et donc forcément, ça ne va pas être la même chose que dans les autres pays africains. Et je pense qu'on n'aura pas des questions liées à la sécurité. Maintenant, sur les retombées économiques. Oui. Actuellement, on peut après à discuter sur les 3 types de contrats et sur le contrat sur lequel le Sénégal est parti. Madame, le contrat avec Petrosen, on va en discuter avec Woodside là-dessus. Maintenant, les retombées économiques, je pense qu'on va les avoir. C'est-à-dire que concrètement, si on arrive à sortir le pétrole tel qu'il est aujourd'hui annoncé, et je pense qu'on va y arriver sur les 1000 barils, je crois que là-dessus, il y aura forcément des retombées sur le plan économique. À court ou à long terme? Comment? À court terme. Il y aura à court, moyen et long terme. Parce que le contrat se fait sur 25 ans. Oui. Alors, sur les 25 ans, on va revenir sur la répartition entre Woodside et Petrosen. Donc, même si Woodside a 82% et que Petrosen a 18%, maintenant, en termes de partage du profit, là, le Sénégal, effectivement, va se retrouver avec 25% du profit, Petrosen 18%, ce qui nous donne déjà quand même une marge non négligeable en termes de profit, quoi qu'on dise. D'accord, avec la possibilité de renégocier, bien entendu, les contrats. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà de ces 25 et 18%, il faut penser aussi aux taxes que le Sénégal va avoir là-dessus. Maintenant, là-dessus, on ne peut pas contester l'existence de véritables retombées sur le plan économique. Maintenant, tout dépend de l'utilisation de cet argent qu'on aura. Ce dividende, en fait, aujourd'hui, cette économie de rente, je pense que le Sénégal a une main-d'œuvre, a un dividende démographique suffisamment avisé pour ne pas se laisser faire et pour pouvoir utiliser de la façon la plus efficiente possible, je pense, cette rente pétrolière. Parce que nous avons les compétences sur le plan humain. Maintenant, je pense qu'au-delà de tout, j'entends des polémiques de part et d'autre sur l'utilisation, etc. Mais ça, c'est une culture sénégalaise qui fait qu'on fait beaucoup de bruit. Et je pense qu'au-delà, il faut qu'il y ait un débat d'experts sur ces questions et essayer de réfléchir sur comment faire pour utiliser cette rente pétrolière et l'investir notamment dans les ressources humaines, dans l'agriculture. Mais quand je dis ça, en essayant d'avoir un raisonnement un peu à contresens. Je ne dis pas en fait il faut développer l'agriculture pour développer l'agriculture. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une fois de plus au niveau du Sénégal, on a encore un train en retard par rapport en fait à l'Occident. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la bataille en Occident, c'est une bataille pour la maîtrise de l'intelligence artificielle et de l'espace. Nous en sommes il faut passer à l'économie de la transformation. Une fois de plus, ce qui nous est arrivé dans les années 60, c'est à peu près la même chose qui est en train de nous arriver, c'est qu'il montre un manque d'ambition. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il est important, bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, la question fondamentalement, c'est où allons-nous?
Où allons-nous? Une question même existentielle. Peut-être on aura le temps d'aborder cette question. 18%, minimum 25% si on inclut des taxes selon les sachants et les savants. Faut-il aujourd'hui renégocier les contrats parce que le Premier ministre l'a déclaré publiquement lors de son grand oral au Grand Théâtre National? Deux observations. La première qui est une observation assez inquiétante. Je crois qu'il faut éviter le syndrome de Elf-Gabon. Le pétrole, c'est la transparence. Oui. S'il n'y a pas de transparence, il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon. Il y avait un manque de transparence et on a vu toutes les malversations financières autour de ça. Dans notre cas, le questionnement qui est posé, c'est la dette de Petrosen, qui a été rendue publique on parle récemment. de 450 millions de dollars à Woodside, un montage du prêt ficelé sur l'ancien régime. C'est la dette qui a été, on a été informé récemment. Et bien évidemment, Dr Pouy a raison de dire qu'il y aura de toute façon des retombées. Mais cette dette de Petrosen risque de plomber, évidemment, ce que nous attendions du pétrole déjà au départ. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez, on va dire, inacceptable, pas inacceptable, mais en tout cas qu'on devrait questionner et qui concerne la dette de Petrosen. Deuxième chose, c'est quand même assez curieux que l'État du Sénégal se retrouve avec 18%. C'est petit. Parce qu'on aurait pu avoir 40% si l'État du Sénégal avait pris ses droits de péremption, qui étaient de 22%. On pouvait avoir 40%, et la question que nous nous posons, en tout cas moi que je me pose, c'est comment se fait-il que l'État rétrocède en fait les 22% qui étaient son droit de péremption à d'autres structures et se retrouver seulement avec 18%. C'est une question que je pose aux autres spécialistes du pétrole. Je vous vois un peu étonné. Oui, parce que c'est illogique, oui. Oui, l'État aurait dû avoir 40% et pas 18%. Mais les autres aspects de péremption ont été concédés par l'État sénégalais. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé à 18%. C'est une question majeure, je crois, qui enclenche la question que tu as posée sur la renégociation des contrats. De ce que je viens de dire, oui, il y a une exigence de renégocier les contrats. Après, est-ce que le rapport de force le permet? Est-ce que le contexte arbitral international le permet? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais sur le principe, je suis tout à fait d'accord pour que les contrats soient renégociés, parce qu'il est évident que si tu peux avoir 40% et que tu te retrouves avec 18%, la marge de manœuvre est... Il y a quand même une exigence, sans doute, de renégocier cela. Bon, ça me paraît assez important. Au-delà des chiffres, ce que je dis est totalement officiel. L'État sénégalais a perdu quasiment 22%. Pour le reste, je pense qu'il faut donner le temps sans doute aux autorités de négocier ça en considérant probablement qu'elles auront les marges appropriées pour ce type de négociations qui sont des négociations extrêmement complexes. J'utiliserai le conditionnel sur aurait perdu 22%, l'État du Sénégal 18%. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'il faut être prudent. On n'était pas là. Sur le contrat, il y a 3 types de contrats aujourd'hui au niveau du pétrole. Alors, le premier contrat, c'est le contrat de concession. Alors, concernant le contrat de concession, la loi sénégalaise est très claire là-dessus. Nos ressources appartiennent à la population sénégalaise, donc il ne pouvait pas y avoir un contrat de concession. Ça, c'est la première chose. D'accord. Alors, pour montrer toujours dans une logique de transparence. Maintenant, le deuxième type de contrat qui était possible, c'était le contrat de service. Le contrat de service, ça veut dire que l'État sénégalais allait mettre de l'argent là-dessus, mais tout en n'étant pas sûr du résultat, ni de quand on aura en fait le pétrole. Et compte tenu de l'importance des investissements qui devaient être réalisés, le Sénégal ne pouvait pas se permettre de dépenser autant d'argent. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le calcul d'une manière générale, l'investissement sur Sangomar, l'investissement sur la recherche,
c'est aujourd'hui pratiquement presque la moitié du budget du Sénégal. Donc on ne pouvait pas se le permettre. Il faut être réaliste là-dessus. Maintenant, il restait le troisième, c'était le contrat de recherche et de partage de la production. Maintenant, sur ce contrat de recherche et de partage de production qui est celui sur lequel nous sommes, alors, Woodside, qui a investi, comme on dit, en tant qu'investisseur, ils attendent un retour sur investissement et si ce n'est pas verrouillé, ils n'y vont pas. C'est ça. Nous, on n'avait pas les moyens financiers. Eux, ils ont engagé les moyens financiers. Et donc là-dessus, dans le contrat de départ... C'est un projet qui a commencé en 2004. Hein. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Et donc dans ce contrat, Petrosen avait 10% sans aucun engagement sur le plan financier. Aucun engagement. C'est-à-dire que Petrosen ne donnait pas d'argent là-dessus et avait d'office 10%. Avec la possibilité d'aller jusqu'à 20%. Aujourd'hui, Petrosen a 18%. Et donc, Woodside a 82%. Mais ça, c'est au niveau de tout ce qui concerne le partage, en fait, le contrat de recherche, le partage au niveau de la recherche et de la production. Là-dessus, le Sénégal, en tant que tel, n'a rien. C'est Petrosen, qui est bien entendu une entreprise publique. C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les profits qui vont être dégagés, l'État du Sénégal aura 25%. 25%. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais il faut quand même prendre en compte l'idée que l'État du Sénégal a 25%. Et Petrosen en aura 18%. Donc il faut comptabiliser les deux. Et si on comptabilise les deux et on intègre en même temps c'est plus de 40%. Les taxes, comment? C'est plus de 40%. C'est plus que 40%. Oui, 18 et 25, pour faire un peu le calcul, c'est un peu 43. 43%, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable pour un État qui n'a pas investi sur le plan financier. Ça, il faut le dire. Et ensuite, il faut aussi intégrer les taxes que l'État va recevoir sur le pétrole. Et donc, si on intègre tous ces éléments-là, le Sénégal est globalement, en termes de partage de profit, à peu près dans les 50%, en n'ayant pas investi. Et ça concerne Sangomar, et c'est une première étape, et c'est une étape sur 25 ans. Donc, ça nous permet, nous, d'apprendre. Comme on dit, c'est step by step qu'on va mettre en place des structures nous permettant de maîtriser véritablement le pétrole. Et donc, par rapport à ça, au bout de 25 ans, le Sénégal a la propriété des infrastructures qui ont été dégagées. Et ça, c'est sur Sangomar. Et je pense que d'ici là, on aura aussi le gaz, parce que qui dit pétrole dit gaz aussi en même temps. Oui. Et donc, du coup, ce gaz-là, on aura aussi des retombées là-dessus, parce que je pense qu'à terme, à moyen terme, ça va être exploité. Et donc, là-dessus, qu'on discute sur la renégociation des contrats, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait normal, parce que le contrat qui a été signé, si effectivement on estime que il y a possibilité, on a une marge de manœuvre, on va le faire, mais dans le respect du droit international. Nous ne pouvons pas fouler le droit international parce qu'il y va de la réputation du Sénégal et au-delà de ce contrat de pétrole, il y va en fait de la question de la confiance des investisseurs sur le plan international et que s'ils voient que le Sénégal, qui est quand même bien parti là-dessus en termes de on va dire de confiance vis-à-vis des investisseurs, on peut en discuter sur en fait la notation du FMI, de la Banque mondiale, etc., etc. On ne peut pas remettre en cause de la façon la plus facile et de la façon la plus, on va dire, naïve possible, les contrats en disant oui, on va négocier les contrats, il faut être sérieux. Oui, autrement dit, il ne faut pas aller dans le gatsa, mais dans le mollo, c'est ça. Je n'utiliserai pas ce terme. Je ne sais pas, bon, c'est pas que je suis plus pessimiste que docteur. Évidemment, il y a des questions qui se posent, parmi lesquelles, évidemment, cette question de rétrocession de la partie, on va dire, de préemption de l'État sénégalais autour de 22%. Ça me parle. C'est juste une question.
Pour le reste, je crois que les autorités savent très bien que pour des raisons de qualité de signature, de crédibilité de l'image du Sénégal, évidemment, il faut y aller mollo au-delà du discours politique. Ces structures pétrolières sont extrêmement bien dotées, juridiquement, politiquement, et évidemment, il faut trouver un mécanisme de renégociation, s'il y a renégociation, qui tiennent compte de leurs intérêts parce qu'ils ont beaucoup investi, évidemment, qui tiennent compte également de nos intérêts parce que c'est au Sénégal. Oui. Je voulais quand même, au-delà de cela, l'argent, on parle de l'argent. Je pense aborder la question de la fiscalité, notamment de la fiscalité redistributive, issue évidemment des hydrocarbures. À mon avis, il est important que les zones impactées, particulièrement les collectivités territoriales impactées, puissent quand même avoir quelque chose dans cette fiscalité. Il faut éviter le syndrome Kédougou, par exemple. À mon avis, il faut éviter le syndrome de Kédougou. Tout à fait. Il faut absolument que l'État du Sénégal réfléchisse sur le mécanisme de redistribution de la fiscalité. Parce qu'il n'est pas normal que ces zones soient impactées comme ça se passe à Kédougou ou ailleurs d'ailleurs. Et ce sera à Saint-Louis, par exemple. Si on ne fait pas attention, ça risque d'être encore la même chose. Donc la question de la fiscalité redistributive me paraît importante sur le schéma financier que nous sommes en train de dégager. Oui, c'est ça, l'argent, parlons-en. Il y a le mythe du pétrole. D'aucuns pensent que le Sénégal marche tout droit vers un pays riche comme le sont d'autres pays, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, parce qu'on parle de 100 000 barils par jour, le gisement gazier, pétrolier, c'est énorme. Quel discours tenir aux populations? Est-ce que c'est de l'argent qui est là? Et je parle en tant que novice, de l'argent palpable, il y aura des Ferrari, etc. Ou on va investir sur des domaines structurels comme l'agriculture, comme l'élevage. Est-ce qu'il y a un discours à tenir pour démythifier ou démystifier un peu le débat sur le pétrole ou le gaz? Oui, tout à fait. Les 100 000 barils par jour, je pense, permettront d'avoir des retombées économiques. Maintenant, la question de la redistributivité du profit, je pense qu'aujourd'hui, on a 2 mois. Le gouvernement n'a fait que 2 mois. Mais c'est vrai que dans une démarche de transparence, il faudra assez rapidement qu'il clarifie la situation là-dessus. Parce que le syndrome de Kédougou, je pense qu'on ne l'aura pas. On ne l'aura pas parce que le peuple sénégalais n'est plus prêt à accepter ce type de choses. Et je pense que le gouvernement actuel, qui rentre dans une démarche de recherche d'une certaine forme de souveraineté de notre pays, qui est quand même l'élément central de son discours, je pense qu'ils n'arriveront pas, enfin j'ose espérer qu'ils iront dans le sens d'une meilleure prise en compte justement des réalités là-dessus. Maintenant, la question que tu viens de poser... Il y a l'imaginaire, oui. Oui, c'est-à-dire que le Qatar, oui, pourquoi pas, mais quand on regarde ces pays-là, ils ont su mettre en place l'après-pétrole. Ils l'ont réussi sur l'après-pétrole. Maintenant, le peuple sénégalais, à juste titre, regarde ce qui se passe en fait au Qatar, certains pays arabes qui aujourd'hui roulent en Ferrari, et on pense à juste titre qu'au niveau du Sénégal, demain, on roulera tous en Ferrari. Je nous le souhaite. Et j'espère que ces Ferrari seront de marque sénégalaise. Et qu'on ne dise pas en fait des Ferrari, mais plus des Gaïndés, mais pas des Gaïndés en fait. Pas des Wargaïndés, ni des Gaïndés des Sénégalais qu'on a connus en fait en un moment donné. Maintenant, là-dessus, tout dépendra de comment aujourd'hui le gouvernement va utiliser cette rente pétrolière pour l'investir dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Et là-dessus, je pense que quand on parle de souveraineté alimentaire, je trouve que même d'ailleurs c'est un manque d'ambition. C'est un manque d'ambition. Pourquoi c'est un manque d'ambition. Parce que est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en Occident, on parle de souveraineté alimentaire? Ils ont déjà dépassé ce cap. Très bien. Oui. Ils sont en train, la bataille aujourd'hui en Europe, c'est quoi? C'est la bataille sur la maîtrise en fait de l'espace.
Ça, c'est la bataille. Mais nous n'avons que 60 ans, 63 ans d'indépendance. Est-ce que parce qu'on a 60 ans d'indépendance, on va continuer pendant qu'ils sont en train de dire nous maîtrisons l'espace, nous maîtrisons l'intelligence artificielle, nous sommes en train de dire en fait nous avons besoin, d'accord, de vaincre la famine chez nous. Il faut qu'on ait plus d'ambition. C'est-à-dire que lutter contre la famine, lutter contre en fait aujourd'hui la misère sociale, certes, mais en étant aussi sur des secteurs à forte valeur ajoutée, là où on est capable de concurrencer le marché international. Aujourd'hui, il n'y a aucune. C'est-à-dire que je te défie de me citer une seule entreprise sénégalaise, je dis bien une seule entreprise sénégalaise, orientée vers la valorisation de nos ressources et qui aujourd'hui est capable de faire face à la concurrence internationale. Il n'y en a pas une. Est-ce que vous pensez qu'un pays peut se développer sur cette démarche où on est tout le temps à la traîne et que quand on parle d'entrepreneuriat, aujourd'hui, on n'est pas dans cet esprit d'entrepreneuriat. Et donc là-dessus, comme je disais tout à l'heure lors de notre discussion avec M. Ndaw, je dis en fait, au niveau du Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, on a en fait deux obstacles au développement. C'est-à-dire que d'une part, on a un gouvernement depuis les années 60 qui est un gouvernement beaucoup plus politique, qui est tenaillé entre le modèle occidental, le modèle français, d'accord, le management à la française, qui est un management hors sol par rapport en fait au Sénégal, et la pression de la tradition et de la religion. Et qu'on n'a pas su aujourd'hui créer de véritables managers là-dessus. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième drame au niveau du Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, c'est que nous avons un secteur académique qui, je pense, est dans un raisonnement hors sol, parce que le modèle de management qu'on utilise aujourd'hui dans nos pays est un modèle de management emprunté du modèle franco-français et qui ne prend pas en compte la réalité du terrain. Et qu'aujourd'hui, tout le raisonnement d'une manière générale, on oublie de dire que c'est un raisonnement qui concerne que 3% aujourd'hui de l'économie. 97% de l'économie est de l'économie informelle. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à tout ça? Comment on peut utiliser notre rente financière pour en faire en fait de véritables locomotives, de véritables moteurs du développement? Ça, c'est des questions en fait auxquelles il faut répondre. Et sur ces questions-là, je pense que la question de l'investissement, d'un investissement extrêmement élevé sur l'intelligence artificielle, sur la maîtrise de l'espace, c'est un raisonnement qu'il faut avoir aujourd'hui au niveau du Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal va lancer son premier satellite d'ici le mois de juin, fin juin, début juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parlons un peu de ces domaines-là, l'agriculture, l'élevage, à forte valeur ajoutée, pour reprendre un peu les termes de l'économiste. Faut-il un peu oublier le débat sur le pétrole et parler un peu de ces domaines-là qui sont là et qui méritent des débats profonds, des changements structurels profonds? Il faut savoir que le pétrole ne doit pas faire sauter les verrous. Tout à fait. Les verrous de la pêche et les verrous des autres secteurs. Oui. Et c'est ça le grand débat stratégique. Le pétrole est en face de la pêche, qui utilise une bonne partie de nos main-d'œuvre. Donc il faut être prudent sur la question environnementale, qui est un premier élément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement faire le pétrole sans être rigoureux sur l'étude d'impact environnemental qui a sans doute été réalisée. Je n'ai pas les données, mais je peux considérer probablement il y a des choses manquantes qui n'ont pas été dites dans cette étude d'impact. Il y a un document de Leg Africa sur les... Probablement. Oui. Probablement. Donc je crois qu'il faut, sur la question du pétrole, regarder la question environnementale. Évidemment, globalement, sur l'impact et les verrous que ça pose par rapport à la pêche et par rapport à d'autres domaines. Ça, c'est une question, à mon avis, importante. Et la deuxième question qui me paraît importante, c'est la question de la redistribution. Oui. Tout à fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a un mythe autour du pétrole, tant mieux d'ailleurs, mais la question fondamentale de la redistribution, c'est-à-dire que ce pétrole, est-ce que ça va nous permettre d'atténuer nos coûts d'électricité, à la pompe d'avoir de l'essence un peu moins chère, et dans d'autres domaines de la vie sociale. Alors, cette question de la redistribution plutôt, elle me paraît importante combinée à la question environnementale. Pour le reste, je crois qu'il y a effectivement peut-être un peu nuancé dans le fait qu'entre 1960 et 2024, le Sénégal, docteur, a beaucoup évolué. Absolument. Et ça, je crois que dans l'analyse globale, on doit quand même donner cette impression que les choses ont beaucoup évolué. Et tu parlais tout à l'heure, Pape, du satellite qui va bientôt être lancé. C'est quand même important. Après, il y a des questions importantes, notamment sur le plan scientifique, la recherche, comment elle est financée, Absolument. la question de la qualité des enseignements, comment nous sommes positionnés à travers le monde, etc., etc. Il y a des questions connues qui sont très liées, évidemment, à la capacité des Sénégalais à être de bons scientifiques, de bons technologues, etc., etc. Et pas simplement de bons sociologues et de bons... Donc, je pense que tout ça reste lié, mais globalement, notre pays a beaucoup avancé. Et j'ose espérer avec le pétrole, d'ailleurs qui nous a permis d'avoir un institut national sur le pétrole, qui devrait, on va dire, formater et former des gens dans les métiers du pétrole, parce que vous savez qu'on n'aura pas beaucoup de gens qui seront employés dans la plateforme, parce que les plateformes pétrolières sont des plateformes extrêmement exigeantes. Et on n'a pas toujours la capacité technique d'avoir des gens pour les mettre. Et même si on a la capacité technique, il y a tellement une forme de robotisation et de mécanisation qui fait que les plateformes pétrolières, ce n'est pas des plateformes... Mais il y a les métiers annexes quand même. Il y a des métiers annexes, oui, je suis d'accord. Oui. Et d'ailleurs, l'Institut du pétrole devrait aider justement dans le cadre de ces métiers annexes. Oui, il y a le défi de la formation, docteur. Oui, mais il y a un déficit de formation et je pense qu'aujourd'hui, comme M. Ndao l'a dit, le Sénégal a mis en place des écoles de formation là-dessus. Il faut saluer, il faut aller encore plus loin. Ça montre qu'on ne va plus se laisser faire d'une manière générale. Et maintenant, concernant les métiers annexes et les métiers connexes, le Sénégal a décidé de mettre une touche locale dans tous les métiers qui vont graviter autour du pétrole. Et ça, il faut le saluer. Maintenant, quand on dit, en fait, une touche locale, c'est là où il faut qu'on aille le plus loin possible sur qu'est-ce qu'on entend par une touche locale. C'est-à-dire que c'est l'utilisation à la fois des ressources locales, mais aussi bien des ressources naturelles que des ressources humaines. Et c'est là où moi je suis un peu très, on va dire, je ne sais pas si c'est une forme de radicalité ou pas, mais je me dis il faut systématiquement même aussi dans toutes les directions de toutes ces boîtes qu'il y ait systématiquement une co-direction, un Sénégalais et un autre. Et il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ça se passe au Maroc. Hein. Ça se passe au Maroc. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est la première place financière africaine. C'est la première place financière africaine. Et donc, ça se passe au Maroc. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse... Ici, par exemple, on peut aller vers... Si on va aller vers une maîtrise de nos ressources, il faut que là où ça se décide, au niveau de la tête, que ce soit au niveau de Woodside ou d'autres entreprises, qu'il y ait systématiquement une co-direction avec un Sénégalais qui a les mêmes compétences et qui a aussi les mêmes, on va dire, droits de regard. Oui, parce que 25 ans, ça passe vite. Hein? Ça passe vite. 25 ans, ça passe vite. Maintenant, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que les 25 ans, c'est vrai, 25 ans, c'est demain. Mais c'est sur un premier. Et il faut espérer que sur les autres qu'on va développer, l'argent dégagé par le pétrole nous permettra d'investir. Et donc, de passer de 20% à une plus grande participation pour abonder, en fait, M. Ndao, dans votre sens, parce que je suis effectivement d'accord là-dessus. Maintenant, pour ça, il faut qu'on ait les moyens. Il faut qu'on ait les moyens. Maintenant, la rente pétrolière peut être un élément, au-delà de la redistribution, peut être un élément nous permettant d'investir dans les autres gisements
et d'intégrer en fait la dimension de la recherche sur les autres, parce que, comme on dit, learning by doing. Et nous sommes en train d'apprendre là-dessus, et que grâce à cet apprentissage, on pourra sur les autres, parce que le Sénégal a encore des ressources non exploitées. Ça, c'est que le premier. Sangomar n'est que le premier. Quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, on aura des Ferrari. Oui. Oui, forcément, oui. Marc Gagné, pourquoi pas. Ça fait peur. mais il y a un terreau fertile, il y a le dernier rapport sur la croissance économique de la Banque mondiale qui a parlé un peu d'une économie résiliente malgré les chocs internes et externes, le taux de pauvreté, le taux d'inflation, etc., etc. Il y a un gouvernement avec un nouveau slogan, Jubal Jubanti. On peut espérer, M. Dao. Oui, de toute façon, il faut toujours donner carte blanche, entre guillemets, mais pas blank scène à un gouvernement qui vient d'arriver. Il faut sans doute, de façon raisonnable, regarder les actes au-delà des slogans, parce que les slogans, on les connaît au fil de l'histoire de l'humanité. Mais ça fédère et puis ça a parfois de la production de sens, les slogans. Je pense que le plus important, c'est de négocier de sorte que nos intérêts soient sauvegardés. Tout à fait. Je crois que dans la pratique politique africaine en général, ça nous a beaucoup manqué. Le foula ou le faïda que nous devons avoir pour négocier pour nos propres intérêts. Tous les États négocient avec leurs propres intérêts. Les investisseurs négocient avec leurs propres intérêts. Et ça me paraît important d'avoir cette posture au-delà des slogans, sans doute qui peut être très intéressant, et que nous puissions être des gens de vrais patriotes, au sens, on va dire, du terme, au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui sont capables de défendre nos propres intérêts. Alors, tout ce que je peux souhaiter, c'est que du côté de l'État, qu'il y ait beaucoup de vigilance sur la question environnementale, sur la question de la redistribution des richesses, et évidemment, du côté des investisseurs, qu'il y ait un peu plus de compréhension. Et bien évidemment, je pense que quand tout cela et d'autres éléments seront associés, nous devrions arriver à ce que le pétrole soit quelque chose de positif pour nous. Mais attention de ne pas lever les verrous. On ne peut pas avoir du pétrole et à un moment donné, on se rend compte que sur le plan environnemental, la pêche, parce qu'il y a... Vous voyez les plateformes pétrolières qui font n'importe quoi sur le plan environnemental. Il faut veiller à ça dans un contexte où vous êtes à Kayar, vous êtes à Sangomar, etc., en haute mer. Évidemment, c'est différent du pétrole qui se trouve de l'autre côté de ma Casamance, notamment du côté de Boudjedjet, qui est un pétrole qui n'est pas en haute mer, avec d'autres conditions d'investissement. Donc, je crois que tout ce qu'on peut demander aux nouvelles autorités, c'est la vigilance, c'est le renforcement de nos capacités techniques pour progressivement prendre en charge ces questions qui sont des questions importantes dans un contexte où peut-être dans 25 ans, on aura d'autres plateformes qui vont encore émerger et nous aurons besoin d'avoir cette compétence technique pour être là. Évidemment, moins de 25 ans. Et moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Je pense qu'on peut être, on va dire, quelque chose de... on va être optimiste, mais un optimisme avec des précautions. Un optimisme réaliste. Parlons maintenant, il nous reste 13 minutes de la baisse du coût de la vie. Forcément, il y a eu un allègement, une promesse même de l'État avec des prix qui varient entre 15, 40, 50 francs. L'État qui a dégagé 53 milliards de francs CFA pour subventionner la baisse de ces denrées alimentaires-là. Docteur, quel commentaire en tant qu'économiste sur la baisse un peu de ces denrées de grande consommation? Alors, je suis un peu tenaillé là-dessus parce que, d'une manière générale, je me méfie, mais ça c'est un postulat de départ. Je me méfie de toute forme d'intervention de l'État dans l'activité économique. C'est-à-dire que l'effet d'éviction de nos États dans l'activité économique... Le keynésien encore. Voilà, d'accord, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours en fait alerté. Et que plus l'État intervient, plus l'hyperprudentialisme est là, et moins le secteur privé est prospère. Moi, je crois beaucoup plus au secteur privé. Et que je pense que quand on parle de la baisse
des denrées, c'est bien, mais si le Sénégal est dans une économie extravertie, et donc avec des matières premières, des produits que nous achetons à l'étranger et dont on ne maîtrise pas les coûts, toute baisse peut être vraiment un épiphénomène tout en ayant un impact extrêmement important au niveau du budget de l'État. Donc ça, c'est une chose qu'il faut dire. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre d'un État par rapport en fait au secteur privé? Si moi, en tant qu'opérateur économique, j'achète mon sac de riz à 410, avec, si j'intègre en fait les frais de dédouanement, si je les achète à 450, imaginons, et que l'État me dit de les vendre à 410, pourquoi je vais les vendre à 410? Pourquoi je vais les vendre à 410? Donc il n'y a aucune raison. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que... Et la subvention dans tout cela, ça n'a aucun... Alors la subvention, on parle de la subvention effectivement de 53, c'est bien, mais comme je viens de le dire, Pape, je suis toujours sceptique sur les subventions, sur tout ce qui est intervention de l'État dans l'activité économique. Mais il faut réguler. On va un peu dans un quartier, 3 boutiquiers, chacun a ses prix. Oui, mais la régulation, d'ailleurs, ce que l'État a dit, à savoir les boutiques témoins, oui, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que ça peut permettre de pouvoir dire le sac de riz va être de temps. Et là-dessus, effectivement, c'est fort possible. C'est fort possible. Maintenant, on ne peut pas imposer un prix aux opérateurs économiques. Mais qu'on puisse se dire dans une démarche inclusive, on prend les uns et les autres, on essaie de voir comment les accompagner, même avec une fiscalité ciblée. Effectivement, quand l'État sénégalais dit sur 2 mois, bon, la subvention est de 53 milliards, alors qu'en 2023, sous Macky Sall, c'était 140 et quelques milliards. Donc c'est déjà une excellente chose. C'est déjà une excellente chose. Maintenant, quelles seront les retombées? Il y a effectivement l'effet d'annonce, qui est pas mal. Maintenant, nous, je pense que pour le Sénégalais lambda, la mère de famille qui vend ses pastels, qui vend son jus de bouille, etc., celui-là, si on lui dit une réduction de 50 francs, pour cette personne-là, je pense que c'est quand même déjà quelque chose. Même si, sur le plan global, sur le plan macroéconomique, je doute fort que ça soit un effet extrêmement important sur l'économie. Oui. Mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Mais je continue à clarifier, à dire quand même que toute intervention de l'État dans l'activité économique, je reste en fait un peu prudent. Je reste prudent par rapport à ça, parce qu'on ne donne pas assez de liberté au secteur privé. Il faut accompagner le secteur privé et permettre au secteur privé non pas d'être sous la responsabilité d'un État, etc., mais un secteur privé qui n'est pas infantilisé et qui est capable de prendre en charge les choses si, par exemple, il est bien accompagné par un secteur privé ambitieux également. Oui, exactement. Donc, sur la baisse des prix, elle est signifiante ou pas? D'abord, je te remercie de m'appeler Ndouko Kachindaw parce que j'aime bien qu'on m'appelle de cette façon. J'ai peur qu'on ne passe du syndrome de Kédougou au mythe de Sisyphe. Parce qu'en réalité, le fait de baisser les prix, c'est un mythe de Sisyphe. Il faut tenir compte de la structure de notre pays et de l'environnement idéologique dans lequel nous sommes enchâssés. Que se passe-t-il? Vous avez un pays qui n'a pas de sécurité alimentaire, qui importe énormément de choses. Vous avez un pays où la pauvreté est extrêmement prégnante. Et vous avez un pays où l'inflation est régulièrement remise en cause. Alors, ne serait-ce que ces 3 aspects, personnellement, je crois que l'État du Sénégal ou le gouvernement actuel doit être juste courageux pour dire on ne peut pas baisser les prix tel qu'on le veut, même si la loi 42 et 43 est là. Absolument. Pour organiser soit en homologation des prix, soit en administration des prix.
parce que c'est deux processus différents. L'État peut homologuer des prix, mais il n'a pas plus de 3 mois, renouvelable une seule fois. Ça fait 6 mois. Après 6 mois, le commerçant, il peut vendre au prix qu'il veut. Je rappelle que dans notre pays, les prix sont libres. Absolument. Sauf lorsque l'État intervient en homologation. Dans ce cas, il y a une obligation légale de l'État de produire un arrêté. Un arrêté ministériel ou un arrêté interministériel. Je ne sais pas d'ailleurs si cela a été fait. Probablement non pour le moment. Mais je crois que... On attend le Conseil national de la consommation. On attend le Conseil. Probablement il y aura soit un arrêté ministériel, soit un arrêté interministériel. Moi, mon intime conviction, c'est que compte tenu des contraintes structurelles auxquelles notre pays est confronté, continuer à promettre de réduire, j'aimerais bien, de réduire les prix de denrées de première nécessité, ça me paraît illusoire. Parce que de toute façon, même si tu réduis aujourd'hui de 15%, demain, l'inflation va venir et on va augmenter. Mais c'est une promesse. Mais je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que c'est une promesse. Oui. Après, lorsqu'on prend des promesses électorales, lesquelles promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est évidemment le fait aussi d'avoir le courage, à un moment donné, de dire on ne peut pas, on peut essayer, mais on ne peut pas. Parce que simplement, le pays est organisé dans un libre marché. Et vous ne pouvez pas contraindre les commerçants d'appliquer des prix. Mais ce serait un risque politique énorme. Mais écoute, ce risque politique doit être géré par les gens qui ont fait ces promesses. Mais à mon humble avis, c'est un débat de Sisyphe. On n'y sortira pas. Compte tenu de la pauvreté de notre pays relative, compte tenu de la question de l'inflation, etc., on n'y arrivera pas. Ça, c'est mon intime conviction. C'est sceptique, c'est très radical. Le reste, les gens qui ont promis c'est vrai, c'est vrai, mais c'est compte tenu de la nature de notre économie. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, la véritable question, c'est qu'il faut sortir de l'économie exogène pour aller vers une économie endogène. Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, non, mais c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas aller dans une démarche dans laquelle on va essayer de produire local. Je suis d'accord. Et donc, le revoir les contrats pour la pêche, par exemple, c'est favoriser aujourd'hui la maîtrise de notre pêche. Et donc, du coup, là-dessus, on est dans une démarche locale. Favoriser une agriculture permettant de nourrir la population sénégalaise, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Et c'est là, on est dans une démarche d'endogénéisation. Il faut aller vers une économie endogène. Maintenant, j'ai écouté la dernière fois, en fait, le ministre des Finances, et je partage, ou en tout cas, il partage mon avis là-dessus, concernant la gangrène, le cancer que peut représenter aujourd'hui les subventions. En disant, il faut aller vers la diminution, voire la suppression de ces subventions. Comme la Banque mondiale et les FMI également l'ont dit. Oui, mais moi, je n'écoute pas la Banque mondiale ni le FMI parce que ça fait plus de 60 ans que toutes les mesures, c'est-à-dire que si on prend les plans d'ajustement structurel du FMI, ça ne nous a pas permis en fait de nous développer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons besoin d'être des économistes décomplexés face en fait à la Banque mondiale qui emprunte le modèle occidental. Ça, faut le dire. C'est-à-dire que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, mais sont là pour défendre les intérêts en fait de ceux qui ont mis en place ces éléments. On est d'accord. Voilà, et donc du coup là-dessus, par rapport à ça, je pense que c'est important qu'on se dise, nous n'avons pas de pays amis. Nous n'avons que des intérêts, comme dirait en fait un autre que je n'ai pas envie de citer, d'accord, du fait des dégâts qu'il a fait en fait au niveau de l'Afrique, d'accord, nous n'avons pas en fait de pays amis. Le pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Mais docteur, tu as dit quelque chose d'important. Sur quel levier se fonder pour progressivement être capable on va réduire les prix? Tu as parlé de l'agriculture. Moi, je ne comprends pas quand je viens en Casamance. Toute cette, on va dire, ce truc foncier qui existe en Casamance. Et nous n'arrivons pas encore, sans compter de l'autre côté à Vélingara,
sans compter au nord du Sénégal. Quoi, foncier, des litiges fonciers, c'est ça? Des litiges fonciers, vous parlez de ça? Bon, oui, il y a des litiges fonciers, c'est vrai. Si tu vas de l'autre côté à Vélingara, l'inexploitation des terres, c'est quoi? Mais vous prenez la Sodagri. La Sodagri devrait être en mesure aujourd'hui de produire plus qu'il ne produit aujourd'hui. Absolument. Mais lorsque à l'intérieur, à l'interne, vous avez des conflits fonciers, dans la gestion foncière, des gens qui décident que tel ne peut pas venir, tel peut venir, bien évidemment, on a ce genre de contraintes. Donc, ça, c'est la responsabilité politique de l'État. Absolument. De s'engager à ce que qu'on puisse produire. On ne peut pas avoir la vallée du fleuve Sénégal, on ne peut pas avoir l'Anambé, on ne peut pas avoir la basse Casamance et la moindre Casamance, avoir de l'eau et être incapable d'être autosuffisant. Absolument. Je veux dire que c'est ça ce que tu dis. Lorsque nous aurons fini de résoudre ces questions, je crois qu'on pourra raisonnablement considérer qu'il y a quelque chose à faire dans la réduction des... D'où l'intérêt de faire du djoub, djoubel, djoubanti. Et je vois que tu aimes bien ce slogan. Mais j'adore ce slogan parce que nous avons besoin d'avoir des gens en fait qui sont dans la lutte contre la corruption, qui sont droits dans leur botte. La question du djoub. Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Le djoub. Le djoubel, faire en sorte que les uns et les autres puissent aller dans le sens en fait de la lutte contre toute forme de corruption, qu'on puisse revenir en fait sur les fondamentaux qui ont fait le Sénégal, et ensuite djoubanti dans le cadre de tout ce qui a été fait, qui aujourd'hui en fait nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut rectifier en fait la gabégie, le désordre, qu'on puisse en fait y revenir, c'est le djoubanti. Merci beaucoup, docteur. C'est toi qui as conçu le slogan. Merci beaucoup pour cette leçon. Abdou Ndoukour Kakindaw ou Ndoukour Kakindaw, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes sociologue. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. Merci également à docteur Dabi Pouy, économiste, spécialiste en prospective, innovation et organisation de l'ère du temps, qui a baigné dans le pétrole avant d'aller au marché. Merci à Amadissi pour la réalisation et la partie technique 11h flash. Le JDD Assengui qui reçoit Medji Mbocha de Parti Pastef. 12h, le journal en français. 13h, le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur e-radio. Merci.